démarrer. Merci à tous d'être là et surtout à Clémence Aliaga d'Arvalis de prendre ce temps pour nous parler un peu de la campagne maïs 2023 et pour préparer la campagne 2024. L'objectif, voilà, c'est de faire un tour d'horizon sur les ravageurs, les variétés, le désherbage. Et voilà, dans l'idée, c'est que j'ai coupé les micros pour laisser Clémence intervenir tranquillement. Vous pouvez poser vos questions dans la conversation. Hein, vous mettez vos petits messages et puis on prendra un temps après les présentations de Clémence pour répondre à ces questions-là. Voilà, donc n'hésitez pas. Là, le webinaire est enregistré. Hein, on pourra re-regarder ultérieurement. Pour ceux qui ne pourront pas être là, ils pourront aussi revoir la présentation de Clémence. Clémence, je te laisse la main. Je pense que tout le monde voit bien l'écran. Si ce n'est pas le cas, bah, vous le signalez. Et Clémence, donc, bonjour à toi. Salut Patrice, bonjour à tous. On vous propose de faire un petit point sur la conduite du maïs, donc plus particulièrement des aspects concernant les ravageurs, le désherbage et puis quelques résultats variétés. On va peut-être plutôt se focaliser sur le désherbage et les ravageurs, parce que c'est vrai que c'est les variétés, vous retrouverez tous les résultats aussi dans le sillon spécial maïs. Et puis de toute façon, ils sont disponibles sur Internet, sur le site VAR Maïs. Donc on va plutôt on va dire focalisé sur la protection du maïs. Les nouveautés en termes de ravageurs ne sont pas forcément très sympathiques, puisqu'en fait, la grande actualité réglementaire pour tout ce qui concerne les microgranulés, c'est que la majorité maintenant ne peuvent plus s'utiliser avec un diffuseur parce qu'ils sont associés à une phrase qui dit qu'il faut qu'ils soient incorporés à des profondeurs alors de minimum 4 ou 3 cm en fonction des microgranulés, peu importe. Donc tout ça, ça veut dire concrètement qu'on ne peut plus les appliquer avec des diffuseurs. Le seul qui peut encore être appliqué avec des diffuseurs, donc c'est le BLM. Donc ça, ce n'est pas une excellente nouvelle. Puisqu'on va regarder des résultats d'essais, mais on sait que vis-à-vis des taupins, ça pénalise beaucoup l'efficacité. Alors, en ce qui concerne donc les essais de protection contre les taupins qui ont été mis en place cette année, donc alors l'avantage, on va dire pour nous, c'est qu'on était sur une année exceptionnelle en termes d'intensité des attaques, donc on a des résultats qui sont intéressants pour comparer justement différentes modalités, mais le point négatif, c'est quand même effectivement que dans les parcelles agriculteurs, on a eu énormément d'attaques avec des dégâts et des pertes de pieds qui sont très conséquents. Voilà, donc là, vous avez une moyenne des attaques qu'on a eues dans les essais. On est à quasiment 40% d'attaques en moyenne quand on était en 2022 à moins de 10% d'attaques. Alors, un essai, par exemple, qu'on avait en place à Sauvagnon, sur une parcelle avec des attaques de taupins qui sont assez importantes, où on a comparé différents produits microgranulés dans leurs conditions d'emploi en fait, qu'on aura cette année. Vous voyez le témoin ici, vous avez le pourcentage de plantes attaquées, donc en gros, plus c'est haut, moins c'est bien. Et que ce soit le BLM, le karaté, le trica, enfin, quels que soient les produits qui sont utilisés, on est sur des efficacités qui sont assez faibles, on n'est même pas à 50% d'efficacité. Donc, on avait des conditions qui étaient assez peu favorables à l'efficacité du microgranulé, ce qui s'est retrouvé effectivement dans les parcelles agriculteurs, avec des gens qui avaient effectué des protections microgranulées et malgré tout des soucis en termes d'attaque de taupins. Alors, je vous disais, ces histoires de diffuseurs, ça va avoir un impact puisque donc les essais avec et sans diffuseur, on en a fait un certain nombre. Donc là, vous avez une synthèse des essais qui ont été réalisés sur maïs grain et sur maïzou entre 2005 et 2023 avec et sans diffuseur. Donc, vous avez en moyenne 20% de plantes attaquées dans les essais à faible attaque et puis 57% de plantes attaquées dans les essais à forte attaque. Et en termes d'efficacité, on est avec des produits avec diffuseurs. Alors là, on est sur des lambda-cyalotrines, des teflutrines ou autres.
on est à 70% d'efficacité en utilisant ces microgranulés avec diffuseur. Et les mêmes produits utilisés sans diffuseur, on tombe à 30% d'efficacité. Ce qui veut dire qu'on a une efficacité qui est divisée par 2 pour le même prix, hein, entre guillemets. Donc là, on a quand même de gros doutes quant à l'efficacité de la protection contre les topins sans l'application de ces diffuseurs. Ce qui fait que dans nos évaluations de l'efficacité des différents produits, eh ben pour nous, le BLM reste la seule solution qui peut être appliquée avec un diffuseur, donc du coup qui pourra protéger le maïs contre les topins, même si on connaît les efficacités assez irrégulières qu'on peut avoir avec ce produit et qu'on a pu observer aussi cette année. Et tous les autres produits, donc Karaté, Trika, avec leurs différentes formulations, le Force 5G qui en plus ne peut être utilisé qu'un an sur 3, tout ça, ça n'a pas d'efficacité pour protéger contre les topins. Bon, voilà, le BLM est irrégulier, mais ça reste supérieur à tout ce qu'on peut avoir sans diffuseur. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est hyper sympathique, on va dire, pour l'avenir. Alors ça, c'est pour la partie topin. Pour la partie scutigérel, si on regarde les résultats qu'on a eus donc, depuis un certain nombre d'années sur cette partie, sur ce ravageur-là, on a essayé de compiler en fait tous les résultats qu'on avait en partant en fait en se basant sur alors on a regardé la hauteur de plante et puis le rendement, donc la hauteur de plante en vert et le rendement ici en jaune par rapport aux témoins. Donc la base 100 en fait c'est mon témoin. Donc par exemple si on prend les essais qu'on avait à l'époque avec le Dotan, le Dotan permettait d'augmenter la hauteur de plante de 30% dans des cas d'attaque de scutigérel et d'augmenter le rendement aussi de 33% par rapport aux témoins. Donc ça, c'était les références historiques. Et c'est bien aussi de voir que ce produit qui était retiré, il n'est pas forcément sur des efficacités qui sont plus importantes que ce qu'on a avec la référence pour lutter contre les scutigérel à l'heure actuelle, qui est le Force 1 5G. Donc vous voyez, quand on regarde le Force 1 5G avec diffuseur, du coup, alors ça c'est un peu aussi le problème, c'est que là c'est quelque chose qu'on ne pourra plus faire, hein, le Force 1 5G avec diffuseur, mais qui était notre référence. On est sur les mêmes efficacités à peu près, que ce soit en gain de hauteur ou en gain de rendement que le Dotan. Donc voilà, le Force 1 5G, quand il était utilisé avec diffuseur, il offrait des résultats comparables à ce qu'on avait à l'époque avec le Dotan. Bon, le BLM, on le sait, hein, sur la protection contre les scutigérel, même avec le diffuseur, on est sur des... Alors, on gagne un petit peu en hauteur de plante, par contre, ça ne se retrouve pas du tout sur le rendement. Donc voilà, on est sur le BLM, ce n'est pas ça qui nous aide à lutter contre les scutigérel. Et puis, quand on regarde les produits à base de lambda-cialotrine par rapport à un Force 1 5G avec diffuseur, ce qu'on voit, c'est que la lambda-cialotrine, alors pour une raison qu'on ne comprend pas forcément, mais ça ne se retrouve pas forcément en termes de hauteur de plante. Par contre, on a des gains de rendement à chaque fois qui sont de l'ordre, alors un peu moins qu'avec le Force 1 5G, mais qui sont quand même intéressants. Alors, bon, vous me direz, le Force 1 5G, maintenant, on ne peut plus l'utiliser avec le diffuseur. Du coup, qu'est-ce que ça donne, le Force 1 5G, dans la lutte contre les scutigérel sans diffuseur? Alors là, vous avez les résultats. Hein. On perd un petit peu en efficacité en termes de gain de hauteur de plante. On perd aussi un petit peu en efficacité en termes de rendement, mais on a quand même 10% d'augmentation de rendement par rapport aux témoins. Donc, c'est pas complètement... voilà, on perd la moitié d'efficacité. Alors, on pouvait se dire, historiquement, on disait sur les scutigérel, cette histoire de diffuseur, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact, mais en fait, on voit que quand on regarde bien les résultats, il y a un impact quand même du diffuseur sur la protection des scutigérel, même si c'est pas comme le topin, hein, le diffuseur va pas permettre le scutigérel ne vont pas attaquer au collet, c'est que les racines, mais néanmoins, ça permet quand même permettait une meilleure protection. Et alors là, chose qui est un peu plus étrange, c'est que par contre, donc sur le Force 1 5G, on voit qu'il y a une différence en termes, enfin, il vaut mieux mettre il valait mieux mettre un diffuseur.
Sur la lambda-cyhalotrine, quand on a regardé les données, eh ben, on a vu que c'était plutôt l'inverse. Alors, sur les produits à base de la lambda-cyhalotrine, hein, c'est le karaté 04GR et puis aussi ben, toute la gamme des tricas. Et là, par contre, on a vu plutôt l'inverse, à savoir qu'on avait, des meilleures efficacités sur la lutte contre les scutis girelles, des produits à base de lambda-cyhalotrine sans diffuseur. Donc, bon, ben ça, c'est plutôt bien, puisqu'effectivement, on ne va plus pouvoir les utiliser. Donc, en termes de préconisation, voilà, on pense que les produits à base de lambda-cyhalotrine, bon, même si ça ne va pas être le Graal, on peut les utiliser sans diffuseur pendant la lutte contre les scutis girelles. Rappelons quand même aussi que sur la partie lutte contre les scutis girelles, les méthodes agronomiques, elles ont quand même un grand intérêt, et particulièrement tout ce qui est rappuyage, puisqu'on le sait bien, hein, les scutis girelles n'ont pas d'organes fouisseurs, elles ne sont pas capables de creuser des galeries, elles vont se déplacer par contre dans les galeries et les infractuosités qui existent déjà. Ce qui veut dire que dès que tout ce qui va pouvoir permettre de bien rappuyer le sol, ben justement, ça va éviter la propagation des scutis girelles. Et on voit que même en termes que ce soit en termes de hauteur de plante ou de rendement, on a quand même des choses qui sont même plus intéressantes avec du rappuyage qu'avec du force en 5G, en plus à l'époque avec diffuseur. Et l'engrais starter, qui va avoir un petit impact sur la hauteur de plante, par contre, se retrouve beaucoup moins sur le rendement. Bon, ça, c'est assez logique. Donc concrètement, dans la lutte contre les scutis girelles, eh ben, on va préconiser indifféremment l'emploi du force 5G et alors à confirmer aussi avec des résultats qu'on pourra obtenir l'année prochaine, mais du force 5G ou des lambda-cyhalotrine, donc encore une fois sans diffuseur. Bon, voilà, sachant que les niveaux d'efficacité ne seront pas non plus phénoménaux. Enfin, sont en tout cas inférieurs à ce qu'on avait avec du force 5G avec diffuseur. Donc tout ça ne nous arrange pas, n'est-ce pas, puisque quand on veut protéger à la fois contre les taupins et contre les scutis girelles, eh ben, on est dans la mouise. Rappel hein, peut-être aussi pour sur les deux autres solutions qui existent, en tout cas qui sont homologuées, mais qui n'ont pas d'efficacité, en tout cas contre les taupins et les scutis girelles. Donc le Force 20 CS, pas d'efficacité ni contre taupins, contre scutis girelles, et le Success VR qui est homologué en bio, mais c'est pareil, aucune efficacité, que ce soit contre les taupins ou les scutis girelles. Alors, par contre, sur les corvidés, c'est un peu plus jouasse. Donc, donc sur les corvidés, bon, pour l'instant, le corite est encore disponible. Hein. Alors, c'est vrai que la date d'expiration, elle change tous les ans, elle est repoussée. Bon, là, il semblerait que ce soit 15 mars 2025. On verra bien. En tout cas, il sera encore disponible l'année prochaine. Et on a testé un certain nombre de solutions dans la lutte contre les corbeaux avec des résultats qui sont, ma foi, pas complètement nuls, donc même intéressants. Donc, je vais vous les montrer puisque pour une fois, on a des bonnes nouvelles. Alors, les essais en micro-parcelles hein, pour regarder tout ce qui est lutte contre les oiseaux, c'est des choses qui sont un peu compliquées à mettre en place parce qu'on n'est pas toujours sûr d'avoir des attaques. Donc, on avait mis 4 essais en 2023 et seulement 2 essais qui sont valides. Et donc, on avait dans les différentes solutions testées. Donc, un projet, le I1913 de Bayer, le Quanavo, dont vous avez certainement entendu parler, puisqu'il y a quand même pas mal de battages médiatiques autour de ça. Donc, c'est du soufre organique. Donc, là, qui était testé en association avec le Force 1CS et le Redigo. Un projet de Corteva, le 2309, et puis ça, c'est le 2310, c'est de l'Ecovelex, donc ça a été, c'est Corteva aussi, et le I2312, c'est le Germance C qui était développé dans certains secteurs. Donc, quand on regarde les résultats en efficacité des essais 2023, donc, qu'est-ce qu'on voit donc, le projet de Bayer ici, alors le corite déjà qui a 72% d'efficacité, hein, qui reste malgré tout la solution la plus efficace pour lutter contre les corbeaux. Donc, ça, bon, ça c'est assez connu. Le I1913, donc ça, c'est le projet de Bayer qui a une efficacité de l'ordre de 42%, donc c'est 30% d'efficacité en moins
que le Corit, mais c'est pas nul. Ici, le 2306, donc ça c'est oui, c'est ça, c'est le Quanavo. On voit que associé donc au port 26 et au Redigo, alors on a 54% d'efficacité. Et le 2309, donc qui est le projet de Corteva, où là on a un niveau d'efficacité qui est quand même comparable au Corit, donc ça c'est plutôt bien. Et puis l'Ecovolex et le Germancé, là pour le coup dans ces essais qui ont des efficacités dans le cas de Germancé proche de 0. On avait mis le Redigo solo aussi pour bien montrer que les pertes de plantes, elles n'étaient pas liées à d'autres choses qui font des semis, etc. Et que les pertes de plantes observées, elles sont bien dues à des attaques des oiseaux. Donc ça, c'est ce qu'on voyait en micro-parcelles. Donc sachant qu'effectivement, des essais en micro-parcelles, ça fait plusieurs années qu'on en a un certain nombre qui sont mis en place sur toute la France parce que en fait, c'est un gros souci, notamment sur les zones nord et Bretagne. Donc quand on regarde le projet de Bayer, un I1309 en pluriannuel sur plusieurs sites, donc on retrouve ce qu'on voyait cette année, à savoir qu'on est sur des efficacités qui sont inférieures au Corit. Alors ici, de l'ordre de 30% d'efficacité en moins. Donc 2021, on avait des choses qui étaient assez faibles vraiment en termes d'efficacité. 2022, c'est mieux. Et puis 2023, on est dans la moyenne. Donc, sachant qu'il n'y a pas forcément d'effet d'intensité de l'attaque, c'est-à-dire, vous voyez, quand on trie les essais en fonction des attaques moyennes ou des fortes attaques, on trouve des choses qui sont tout à fait comparables en termes d'efficacité. Donc ça, c'est ce qu'on voit en micro-parcelles. Alors après, on nous dit souvent, les oiseaux, ça ne se teste pas en micro-parcelles, ça se teste en grande parcelle. Donc on a aussi mis en place des essais en grande parcelle, justement dans les zones où la problématique oiseau est problématique, justement, pour vérifier du coup si nos assertions de micro-parcelles, elles se retrouvent bien en grande parcelle. Donc, quand on regarde, mais justement, alors là, c'est du coup, on met en fait des grandes bandes avec une zone non traitée, une zone Corit et puis une zone avec le produit qu'on teste. Donc, c'est sur des surfaces beaucoup plus importantes que ce qu'on a dans les essais micro-parcelles. Parce que le risque aussi avec des essais micro-parcelles sur la problématique oiseaux, c'est que les oiseaux, ils vont venir, ils vont boulotter la première modalité, puis après, ils vont vite aller boulotter les autres, ce qui fait que des fois, on fait une notation et le lendemain, on n'a plus rien à noter parce qu'ils ont tout bouffé. Donc, sur ces essais grandes parcelles qui ont été mis en place, on a 3 sites avec des attaques. Et ce qu'on voit dans le pourcentage de plantes qui restent à la fin, donc dans le témoin, il en reste 7. Donc, c'est vrai que voilà, on est sur des attaques qui sont quand même importantes. Il reste 60% de plantes sur du Corit et puis 44% sur ce projet de Bayer. Donc, on a quand même effectivement, même en grande parcelle, on observe des pertes d'efficacité par rapport au Corit. Et quand on regarde en pluriannuel, c'est à peu près la même chose sur tous les essais qu'on a pu faire en grande bande. On retrouve à peu près la même conclusion. Voilà, donc en gros, tout ça pour vous dire que sur cette partie, en fait, protection contre les corvidés, ce qu'on retrouve en micro-parcelles, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on retrouve en grande parcelle, c'est-à-dire que nos tests d'évaluation en micro-parcelles sont quand même assez pertinents pour évaluer l'efficacité d'un produit vis-à-vis de ce ravageur. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la partie corvidée? Bon, Corit reste une solution qui est quand même très efficace, efficace pour lutter pour faire une action de répulsif corbeau. Bien entendu, il y a des différences en termes d'efficacité entre des attaques fortes et des attaques très fortes. Forcément, plus l'attaque va être forte, plus on va diminuer l'efficacité. Et puis, pour une fois, on a des solutions quand même qui démontrent un intérêt technique. Donc ça, c'est plutôt bien. Puisque on était vraiment en carence de solutions alternatives sur les corbeaux. Et donc là, en priori, on va avoir des choses quand même qui arrivent qui sont intéressantes. Et puis n'oubliez pas de signaler les dégâts. Donc ça, c'est les chambres qui ont mis à disposition un formulaire en ligne pour signaler les dégâts. Donc ça, c'est quand même important et c'est plus simple qu'avant pour les signaler. Est-ce que vous avez des questions sur la partie ravageur? Il n'y a rien qui est apparu dans la
conversation. Moi, j'en profite parce que moi, j'ai le droit au micro. Tu as parlé de Taupin et que grosso modo, il n'y avait rien. Les solutions alternatives ou les solutions qui sont travaillées pour l'avenir? Alors, j'ai masqué les diapos, j'ai été, hop, j'ai pas Oh, été oh. je suis pas sympa, hein. C'est la fin de l'année. Alors, donc, dans ce qu'on regarde quand même de manière approfondie. Alors, pendant longtemps, je vous ai parlé des plantes à pas. Ah là là, là. Je vous ai parlé des plantes à pas, notamment des associations entre le maïs et l'orge, où on va semer de l'orge à la volée, l'incorporer sur environ 15 centimètres pour que l'orge, ou le blé d'ailleurs, germe avant le maïs, que les taupins ils aillent attaquer l'orge et du coup que le maïs il soit entre guillemets sorti d'affaire pendant ce temps. Bon, force est de constater que c'est pas une solution qui remporte l'adhésion des foules et que quand on en parle, tout le monde dit que c'est très difficile à mettre en œuvre. Donc, on a commencé à retravailler. Alors, bon, c'est le système des appâts inertes où là, l'idée, c'est d'attirer les taupins, mais par des choses qui ne vont pas germer et du coup qu'on va devoir détruire. Donc, on a retravaillé les aspects apport de fertilisants organiques puisque on avait vu qu'il y avait une certaine efficacité parce que ça attirait, enfin en tout cas, il y a un effet sur les attaques de taupins. Alors, quand on regarde, alors ce qu'on fait en fait, c'est qu'on applique 180 kg hectare de farine, donc de viande et d'os. Donc en fait, c'est les produits qu'on utilise en agriculture organique. Et quand on voit le pourcentage de plantes attaquées, par rapport à ce qu'on a en microgranulés, on est sur des choses qui sont équivalentes. Donc voilà, des efficacités qui peuvent être comparables à ce qu'on obtient avec des microgranulés. Bon, mais sachant que par contre, c'est vrai que c'est pas, enfin, en termes de coût, c'est pas non plus mirobolant, mais c'est pas non plus neutre. On a quand même sur des coûts qui sont importants, avec des efficacités qui sont quand même assez stables. Donc ça peut être une piste. Et puis, on a beaucoup aussi de recherches autour des métarhiziums qu'on connaît depuis très longtemps comme des pathogènes du taupin, en fait, qui vont venir donner des mycoses au taupin. Et on a là, par exemple, sur cet essai à Sauvagnon, donc diverses applications, diverses formulations de métarhizium à diverses doses. Et on voit qu'on varie entre 29 et 76% d'efficacité, même si là, on n'est plus sur du long terme, puisqu'effectivement, on n'a pas encore de production de ces champignons à des coûts raisonnables pour pouvoir le mettre dans des situations de grande culture. Ce sont Voilà. des solutions qui sont complémentaires ou qui vont remplacer? Ah bah, ça va être complémentaire, hein. Là, il va falloir faire de la combinaison de leviers pour lutter contre les taupins. Parce que le problème, c'est que même sur les appâts, en fait, même sur les appâts inertes, même si on voit une efficacité, on n'est pas sur la diminution de. Voilà, on reste quand même sur des problématiques, mais on n'est pas sur la diminution de la population de taupins, quoi. Donc, multiplicité des leviers pour arriver à gérer le problème. Okay. Exactement. Sur Scuti? Si on teste d'autres choses, Oui. c'est ça? Ah non, on a poil hein, sur Scuti, et là, ça devient très compliqué parce que les solutions alternatives, alors justement, on avait essayé pendant quelques temps ces aspects APA, mais ça ne marche pas du tout sur Scuti. On avait essayé le cyanamide calcique aussi, ça n'avait pas forcément été non plus mirobolant. Enfin, il n'y a pas, en termes de solutions alternatives, là, sur Scuti, on n'est pas très, très inspiré. Hein. Même si on a des essais tous les ans en testant un certain nombre de choses, mais on n'est pas sur des trucs qui sont révolutionnaires, clairement pas. Ça ne nous empêche pas de chercher. J'espère. Est-ce que parmi les participants, il y a des questions supplémentaires? N'hésitez pas à mettre des petits mots dans la conversation. Et sinon, on va avancer sur les corvidés. Pareil, on va sur des produits, des solutions chimiques. Il y avait des réflexions sur des dates de semis, des périodes, etc.
De toute façon, sur les corvidés, hein, c'est le décalage de la date de semis par rapport aux voisins qui est surtout le plus important. En gros, il faudrait tous semer en même temps pour diluer les attaques. Après, tu vois, le Quanavo 2306, où j'ai dit où il y a une efficacité qui n'est pas nulle, c'est du soufre organique, par exemple. Bon, c'est voilà. On va dire qu'on est sur de l'alternatif. Tout à fait, c'est une forme d'alternative. Et ça, c'est des produits Et qui avec seraient quand? Ça, avec une efficacité qui n'est pas nulle, du coup. Oui, mais qui arriverait dans le commerce, on va dire quand? Est-ce qu'on a une idée? Ah, le Quanavo, je crois qu'il est déjà distribué de Il est déjà? mémoire. Hein. Je crois qu'il se distribue déjà, ouais. Ok, je sais pas. Il me semble. Ça marche. Et Merci. comme ça revendique pas des effets, ça revendique des effets fertilisants, mais pas, Ah oui, de répulsifs. Les corbeaux, mais bon, il se trouve que ça, il y a un effet répulsif. d'accord, il est présenté comme plutôt biostimulant, C'est ça, fertilisant. fertilisant même. Ok. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions sur cette partie ravageur, passons au désherbage. Alors, sur la partie désherbage du maïs, donc un petit point réglementaire, donc je pense que ça ne vous aura pas échappé, donc le S-métolachlore qui est en dernière campagne d'utilisation au printemps 2024. Donc de toute façon, les ventes sont terminées. Hein. Ça, si vous avez, on ne peut plus acheter de S-métolachlore maintenant. Le délai de grâce pour les ventes, c'était le 20 octobre 2023. Et voilà, donc ça, c'est normalement pour ceux qui ont des stocks, pourront l'utiliser encore en 2024, mais 2025, de toute façon, c'est plié. La pendimétalline, elle a été reclassée H361D, donc ce qui veut dire qu'elle n'est plus mélangeable avec des tricetones, de l'isoxaflutol, de la cycloxylimide, du TCM. Ensuite, on va avoir des DVP de 20 mètres qui vont tomber sur différents produits avec de la pendimétalline à différentes dates. Donc ça c'est en fonction des réhomologations des produits. Je suis que tout le monde Oui. fasse la corrélation entre le nom des matières actives et les produits. Donc la pendimétalline, c'est l'Atticaqua ou le prol, donc ça c'est la pendimétalline solo. Et quand c'est en mélange, et notamment avec le DMTAP, c'est le Dacotapé. Donc ce sera plus mélangeable avec du Calisto, du Lodis ou autre, ce qui n'était pas fait non plus. Hein, donc c'est pas forcément très très dramatique. Donc le DMTAP, lui, donc ça c'est l'ISAR, lui, il a été réapprouvé, donc ça normalement on est tranquille. Bon, ceci dit, étant donné qu'il est fort probable que la fin du S-métolachlore, donc du dual ou du Camix, ça se reporte beaucoup sur l'utilisation du DMTAP, donc du LISAR ou du Dakota. Il faut quand même faire attention et ne pas non plus en utiliser des quantités qui seraient un peu trop importantes, parce que s'il se passe la même chose que sur l'S-métolachlore, à savoir qu'on le retrouve dans les eaux, on ne sera pas plus avancé si on est amené à voir la molécule disparaître. Donc surtout, il faut bien faire attention en termes d'utilisation, à respecter les recommandations et notamment, donc BASF ne préconise pas plus de 1 litre de d'ISAR en solo ou 4 litres hectares de Dakota. Il faut, faut faire attention à ne pas tout reporter l'utilisation du S-métolachlore sur le DMTAP. Et puis la pétoxamine, bon ça vous intéresse un peu moins parce que le Juan, il est pas très très utilisé dans la région, mais donc ça c'est le Juan ou le successeur qui est en cours de renouvellement d'AMM avec une dose recommandée de 1,5 litre par hectare. Alors, une des gros travaux de recherche que l'on a, c'est autour de l'après justement S-métolachlore pour éviter justement ce que je vous disais, la systématisation du DMTAP, mais malgré tout arriver à gérer les parcelles à forte densité de graminées, puisque le S-métolachlore, donc dual ou Camix, était quand même très très utilisé chez nous, notamment parce que c'était une bonne base de lutte contre les graminées, alors que ce soit en pré, voilà, un dual ou un camix en pré ou bien en post précoce, ou même, alors le camix était utilisé aussi plutôt tardivement dans les secteurs à datura, justement pour lutter contre les levées tardives de datura ou de digitaire, donc ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on fasse 100.
Donc, c'est vrai que quand on regarde au niveau de vraiment des matières actives qui ont le même mode d'action, donc les chloroacétamides, il y en a plus que deux, le DMTAP et la pétoxamide, donc l'ISAR ou le Juan. Et on voit qu'il y a des bonnes efficacités. Alors, ça, vous avez les efficacités 30 jours après application. Donc, on voit qu'effectivement, l'ISAR, il offre des efficacités qui sont comparables ou un peu plus importantes que le dual à 30 jours. Alors, attention, hein, là, on parle bien du dual à 1000 grammes hectare, qui n'était pas le dual, qui n'était pas la dose d'homologation au début du dual, mais qui était celle qu'on utilisait maintenant, et qu'on va utiliser du coup l'année prochaine. Là, l'ISAR, il est quand même à 1,2 litre, donc 1000 grammes hectare de S-métolachlore contre 864 grammes de DMTAP. Mais on voit que l'ISAR, effectivement, à ces doses-là, il donne sur la partie graminée des efficacités qui sont intéressantes, des compléments aussi sur quelques dicotes comme la Morelle ou la Véronique. Et après, par contre, attention, la pétoxamide, on est sur des choses qui, sur de la digitaire, sont un peu en dessous. Là, attention, c'est bien 30 jours après application. Donc, l'ISAR en prélevé peut être associé. Alors, quand on regarde l'efficacité sur les graminées, en vert, c'est les pourcentages de situations où on a une efficacité satisfaisante. En rouge, c'est quand on est insatisfaisant. Donc, globalement, quand on est solo, c'est-à-dire l'ISAR à 0,8, il y a une fois sur deux où c'est bien sur les graminées et une fois sur deux où c'est moins bien. Donc, ça, c'est pas forcément... c'est un risque, on va dire, qui est beaucoup trop important. Donc ça, c'est 30 jours après, ces notations ici, 30 jours après le traitement et 60 jours après le traitement. Donc, on voit que ce qu'on voit bien 30 jours après le traitement, 60 jours après le traitement, il ne reste plus que 13% des situations où on a des efficacités satisfaisantes. Ce qui veut dire que l'ISAR, à 0,8, c'est une bonne base de prêt, pardon. Mais par contre, ce n'est pas suffisant et en solo, ça ne sera pas suffisant dans la lutte contre les graminées. Donc ça, c'est quand on est en solo. Quand on l'associe, alors on peut l'associer avec plusieurs produits. Hein, donc l'Adingo Extra que tout le monde connaît, donc c'est l'oxacutol et la TCM. Donc on arrive à avoir 85% d'efficacité sur la cible PSD. Donc ça, c'est très bien. L'association avec du Merlin Flex, elle se fait assez peu, puisque en solo, c'est vrai à ces doses-là, on est sur des prix qui sont assez importants. Ou l'Isar Taro, hein, des choses qui pour le coup se font beaucoup plus dans la région. On est à 77% d'efficacité, 77% des situations qui sont satisfaisantes. Donc, vous avez la comparaison avec ce qu'on avait en Camix et Dual à côté. Bon, vous voyez, on ne faisait pas forcément mieux. Et quand on regarde à 60 jours, on voit qu'effectivement, par contre, les associations Camix avec le Camix et le Dual permettaient d'avoir un peu plus de rémanence. Et par contre, quand on va associer avec les autres produits qui sont la Dingo, le Merlin ou le Tarot, on baisse un petit peu forcément les situations où l'efficacité est satisfaisante. Donc, concrètement, l'ISAR sur les PSD, à 0,8, il n'est pas suffisant. Il faut l'associer avec soit la Dingo, du Merlin ou du Tarot, par exemple. Alors, on se rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ces produits, donc la Dingo, il a une efficacité, donc c'est un bon complément à l'ISAR sur la partie graminée, mais il y a aussi, bien entendu, une efficacité sur les dicotylédones. Quand on regarde à 60 jours, donc là c'est toujours sur les graminées, quand on regarde à 60 jours, ce qui est important aussi de voir, c'est que en fait l'efficacité, elle dépend aussi de la pression en graminées. Donc, en fait, quand on regarde les notes d'efficacité en fonction des densités de graminées, donc moins de 20 par mètre carré ou plus de 100 par mètre carré, on voit que forcément, ça diminue de beaucoup l'efficacité. Plus la densité est importante, plus on va avoir une efficacité de la Dingo Extra qui va être différente. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est les efficacités de la Dingo en solo. Ce qui veut dire que en fait, l'ajout d'un chlore et notamment de l'ISAR n'est pas forcément nécessaire à la Dingo quand on est sur des faibles densités de graminées. Par contre, effectivement, quand on est sur des fortes densités de graminées, là, il faut associer un ISAR. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour les gens avec des situations de faible infestation en graminées, un Adingo tout seul en pré, ça peut préparer une pause levée. Par contre, si on a des fortes infestations en graminées, surtout, il va falloir rajouter de l'ISAR.
Le Merlin-Flex, donc là, on a de l'isoxaflutol qui est seul. Hein, donc, en fait, c'est l'Adingo, c'est du Merlin avec de la TCM. Le Merlin, donc, c'est que de l'isoxaflutol solo. Et on voit que là aussi, hein, l'efficacité du Merlin-Flex solo, elle va beaucoup dépendre de la densité en graminées. Plus on va avoir une densité importante, plus l'efficacité va diminuer. Donc, ça peut être une bonne base de programme, sauf si on a des densités de graminées qui sont trop importantes. Notamment, vous voyez la CETER, effectivement, quand on a des densités importantes de CETER, le Merlin-Flex en solo ne suffit pas. Alors, parmi les autres produits qu'on peut utiliser en pré, on a aussi donc l'alcan syntax, ça c'est de la clomazone et de la pendiméthaline, qui a un prix qui est malheureusement un peu trop important par rapport voilà, en solo et surtout à ces doses-là, mais qui peut offrir aussi une solution si elle est rattrapée. Et le caliprime extra, donc ça c'est de la mésotrione solo, qui peut permettre de faire des associations justement avec de l'ISAR. Donc, quand on fait en fait de l'ISAR et du caliprime, on retrouve à peu près les mêmes choses que ce qu'on avait sur un Camix, c'est à savoir un chloroacétamide associé à une tricétone. Donc, en gros, pour un petit peu résumer ces histoires de qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le dual ou qu'est-ce qu'on fera plutôt en 2025 quand on n'aura plus le dual et le Camix, soit on est sur des situations à faible infestation en graminées, auquel cas on fera une base, soit Adingo, soit Merlin, soit Caliprime, qui sera obligatoirement rattrapé derrière quand même. Mais au moins la base en fait de près permet de diminuer un petit peu et de grouper l'élevé. Ou si on est sur des situations à forte infestation en graminées, il va quand même falloir associer ces produits-là à un peu d'ISAR, un minimum 0,8 d'ISAR, pour vraiment renforcer l'efficacité sur graminées, sinon ce ne sera pas suffisant. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? J'ai perdu tout le monde ou? Alors moi, tu m'as pas perdu en tout cas. Là, c'est uniquement sur l'idée de la prélever. Oui. OK. Il y a d'autres solutions effectivement qui consistent à tout reporter en poste, avec quand même les Ouais. risques que l'on connaît chez nous, hein. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu ne positionnes pas bien ta poste entre 2 et 3 feuilles, après tu te fais très très vite dépasser, et notamment sur la partie graminée. Mais dans les situations à semi-précoce, ça peut être une solution. Ouais, une poste précoce, hein, on entend. Oui, c'est ça. OK, et dans ce cas-là, c'est tout de suite l'association? Ah oui, là, il ne faut pas se chercher, oui, c'est association. OK. L'Adingo, enfin peut-être, non, même l'Adingo, le Caliprime, tout ça, il faut les associer. Ouais. Parce que là, il y a forcément une rotation des produits phyto, des désherbants? Hein? On s'entend Oui. là, puisque le dingo, forcément, on va pas l'utiliser tous les ans. Oui. Donc est-ce que là-dessus, il y a des spécificités ou un travail, particulier, en termes de réflexion sur, En fait, quand on a regardé il n'y a pas longtemps la carte des adventices résistantes sur la zone, effectivement, on commence à voir apparaître des résistances, donc des graminées, notamment à la partie, tout ce qui est nicosulfuron, etc. Donc, ce qui veut dire qu'on commence à voir ces problématiques-là. Et le problème, c'est que la disparition des chloroacétamides, qui était un moyen, en fait, justement, de varier les modes d'action et d'alterner un petit peu ces graminées disparaissant, on va se reporter de plus en plus sur de la poste, et ça risque d'être, donc en fait là la solution, on t'aurait dit avant, c'est de faire de la pré avec des chloros, sauf qu'on en a de moins en moins, donc le risque effectivement c'est qu'on se retrouve dans le cas des Charentes ou de l'Alsace avec des populations de graminées qui sont résistantes à un certain nombre de produits phyto. et donc alors, pour éviter d'aller là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, forcément. Il faut continuer à alterner les matières actives, hein, clairement, alterner les matières actives sur, donc, avec des tricétons. Il ne faut pas tout miser sur de la poste levée. Je pense qu'il faut garder une partie de prélevée. Et puis, associer à chaque fois des racinaires et des foliaires sur tout ça.
Ça marche. Les autres leviers, les autres techniques qui viendraient en complément du chimique? Ah, bah, après, il y a le travail du sol, hein. Le labour reste quand même une bonne, sur la partie graminée, c'est vrai que c'est assez, autant je dirais pas la même chose sur les sur, Datura, par exemple, ou autre, autant sur la partie graminée, ça reste un bon levier. C'est vrai que la partie faux semis, ça dépend de la date de semis. Si on arrive à faire des faux semis, sur les périodes avril-mai, ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'avant, on n'arrivera pas forcément à faire levier. Et puis, la rotation, mais la rotation, dans ce cas, il ne faut pas faire avec du soja, quoi, parce que le soja, on reste sur les mêmes populations. Alors, même si on peut, entre guillemets, alterner un peu plus les matières actives parce qu'on a on a d'autres solutions sur le soja qu'on n'a pas forcément sur le maïs. On reste quand même sur des populations de mauvaises herbes qui sont semblables, quoi. Désherbage mixte? Ah, et le désherbage mécanique, tout à fait. Alors là, sur le désherbage mécanique, nous, les préconisations, elles dépendent un peu de la date de semis. C'est-à-dire, si on est sur des dates de semis précoces, on va plutôt partir sur une base de pré chimique et puis après des rattrapages mécaniques avec des bineuses notamment. Par contre, si on est sur des semis tardifs, on peut passer sur des stratégies avec de la RC-tri à l'aveugle à 3 jours après le semis, rattrapé derrière par un passage de poste précoce. Et ça peut suffire les années où c'est assez poussant. Ça ne suffira pas les années où le maïs patine et met un certain temps à se développer, mais ça peut suffire certaines années. Ouais. Bon, même si cette année, les désherbages à la bineuse, c'était pas le Pérou, hein, vu la quantité de pluie qu'on a eue au printemps. Ça a été Bon, parfois compliqué, oui, tout à fait. on peut le dire. Ça marche. Ça marche. Merci pour cette partie-là. On enchaîne? Alors, je voulais juste vous montrer sur les désherbages, peut-être parce que ça, c'est des choses que vous devez entendre pas mal en pleine. Hein. C'est les adjuvants, donc notamment l'Exentia, dont on parle beaucoup, qui est un adjuvant donc, composé d'ester méthylique et de sulfate d'ammonium, qui s'utilise à 0,5 litre hectare. Donc, on a regardé si ça a donné de l'efficacité hein, sur les mauvais herbes qu'on avait. Donc là, vous avez en vert l'efficacité du programme Caliprime puis Capreno avec de l'huile actirobe. Et ici, en jaune, c'est quand on met l'Exentia. Et ce qu'on voit, c'est qu'en efficacité globale, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, il n'y a pas forcément de différence par rapport à de l'huile quand on le met avec le Capreno. Et puis, quand on regarde l'effet dose, hein, c'est-à-dire l'Exentia à 0,5 ou à 0,75, parce qu'on voit que c'est là pareil, l'effet dose, il n'est pas non plus très, très important. Bon, voilà, ce qui nous fait dire que c'est pas forcément là non plus la panacée, ce qui nous permettra de lutter contre les mauvaises herbes. Alors, sur le datura, je voulais vous montrer une manip qui a été faite chez A7R, donc chez Philippe Marinet, sur donc l'effet du travail du sol sur les levées de Datura stramonium. Je ne sais pas si tu te rappelles, Patrice, mais vous étiez venu visiter Chypre et on en avait Tout à fait. parlé. Et donc, on a mis en place la manip. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'il y avait une moitié de la parcelle qui a été faite en semi-direct et une autre moitié qui a été labourée. Donc, c'était une parcelle où il y avait eu beaucoup de datura l'année d'avant. Et donc, en fait, on a regardé les levées de datura tout au long du cycle de chaque côté. Donc, on faisait des placettes, en fait, en vis-à-vis tout au long du cycle pour compter les datura. Donc, c'est un semis du 4 mai avec donc une prélevée qui a été faite au spectrum et ensuite un rattrapage aussi 15 jours après avec du Callisto banc vert. Alors, ce qu'on a vu alors ici, vous avez le nombre de datura par mètre carré en semi-direct et en labour. Alors, la première date, c'est le 23 mai. Ensuite, c'est le 4 septembre et ensuite, c'est le 5 octobre. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à la première date de notation, en fait, il n'y avait vraiment pas photo, il y avait beaucoup plus de levées, il n'y avait pas de levée du tout dans le semi-direct et il y avait beaucoup plus de levées dans le labour. Donc, quand on voit aussi l'état du semi-direct, c'est assez logique. Hein, on avait quelque chose avec beaucoup de résidus, donc du coup, pas beaucoup d'accès à la lumière, donc pas beaucoup de levées datura. Donc, ça, c'était au début de cycle, vraiment beaucoup moins de levées datura dans le semi-direct. Par contre, alors, je suis passée début août et là, il n'y avait rien, puisque le rattrapage avait fonctionné. Et par contre, il y a des datura qui ont levé en août, puisqu'en septembre, quand on a fait les comptages, vous voyez qu'on a retrouvé plus de datura sur le semi-direct que sur le labour. Donc là, on avait 3 fois plus de datura sur le semi-direct que sur le labour. Là, vous avez des photos de ce qu'on voyait au 4 septembre. Et en fait, c'était aussi corrélé
au gabarit du maïs, en fait, parce qu'on avait des maïs qui étaient un peu moins développés en semi-direct qu'en labour, et du coup, il n'y avait plus les accès à la lumière, et je pense, du coup, plus de possibilités de lever pour les datura. Et puis, à la dernière notation, donc la notation qui est ici, on voit qu'il y avait des datura qui ont disparu, en fait, entre cette notation et la notation d'avant, parce qu'on avait, en fait, des datura qui étaient en cours de sénescence. Là, on voit des datura où il reste que quelques bogues, là. Et donc, du coup, des datura qui étaient un peu moins nombreux en labour et beaucoup plus nombreux en semi-direct, mais qui étaient moins importants que ce qu'on avait qui étaient moins nombreux que ce qu'on avait début décembre. Voilà. Donc concrètement, ce qu'on a vu, c'est effectivement des dynamiques de levée différentes entre le labour et le semi-direct, avec des choses qui lèvent beaucoup plus vite sur le labour et beaucoup plus tardivement sur le semi-direct. Et ce qu'on a fait, mais je n'ai pas encore regardé les résultats, c'est qu'on a prélevé des bogues en fait de datura sur ces petits datura pour voir justement si les graines pour faire des facultés germinatives, pour voir si les graines derrière, elles sont viables ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ce datura-là, avec cette bogue-là, derrière, il va nous faire des graines ou pas. Ça, c'est très intéressant. Passionnant. Oui, tout à fait. Et pourquoi ils étaient défoliés, là? C'était vraiment la sénescence déjà? En fait, Oui. tu avais une espèce. Non, c'est pas de la sénescence. Tu avais des espèces de maladies des feuilles cette année à cause du climat sur Datura. Nous, on l'a vu sur des Datura qu'on avait en pot. En fait, c'était des espèces de champignons des feuilles qui sont venus complètement défolier les Datura. Et forcément, quand ils sont plus petits, tu as plus vite perdu les feuilles, quoi. Ah, est-ce que c'est un moyen de lutte biologique à venir? Peut-être. Écoute, vu ce que ça fait derrière, ça serait pas mal, ouais. En tout cas, c'est efficace. Regarde là, il finit pas bien, mais il y a quand même la bogue. C'est ça qui est fou. Voilà. Et Oui, mais donc, si rappelle. tu commences en champignon plus tôt, tu auras peut-être une efficacité plus efficace. Peut-être. Non, mais là, il y a quelque chose à creuser, clairement. Et donc, rappelle les stratégies de lutte contre les datura. Donc, c'est vrai qu'en pré, alors, c'est pas forcément en pré qu'on lutte contre le datura, mais d'empêcher des bases de pré. Quand on met de la dingo, justement, du merlin ou du caliprime qui permettent d'avoir une première efficacité. Et puis, après, tout marche à peu près sur le datura. Il suffit n'importe quel rattrapage, donc de l'Illumis, du Lodis, du Calari, du Caprino, tout ça marche à peu près sur le datura. Le problème du datura, on le sait, c'est bien d'avoir les dernières levées, enfin de gérer les levées tardives et les levées échelonnées, quoi. Voilà. Donc sur le désherbage, effectivement, donc ce qu'il faut qu'on retienne sur toute cette partie, c'est que on a quand même maintenant des bases de pré qui sont moins puissantes que ce qu'on avait avant. Donc au bout de 30 jours, effectivement, les produits racinaires ne maîtrisent pas forcément les relevés. Il va falloir changer un petit peu les stratégies, donc c'est-à-dire faire des prêts où on sait justement qu'on va avoir une moindre persistance dans le temps et qui vont devoir être rattrapés, mais il faut bien entendu chercher à maîtriser les coûts, donc on ne peut pas partir sur des grosses bases de prêts qu'on va devoir rattraper ensuite, sinon on va complètement exploser les coûts de désherbage. On peut passer sur de la pause précoce et décaler les produits racinaires si on est sur des semis précoces. Et puis attention aussi, quand on fait une intervention de poste levé, il faut bien positionner en fonction du stade des adventices. Donc toujours bien regarder aussi le développement des adventices parce que sur des graminées, on est très sensible quand même à ça. C'est-à-dire que si on intervient dès que le talage a commencé sur les graminées, on sait que c'est beaucoup trop tard. Voilà. Et puis donc, il va falloir faire très attention quand même à continuer à désherber tout en maîtrisant les coûts parce qu'on arrivera, plus ça va et plus on voit une dérive quand même des coûts de désherbage. Y a-t-il des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Pas l'impression. Ils ont l'air bien timides sur la conversation. Je Mais vois tu as ça. été très très complète et efficace. Yeah. Pas de nouveaux produits à venir intéressants. Non, on teste quelques nouveautés, mais effectivement, il n'y aura pas de révolution. Ça, c'est sûr et certain. Donc il faut bien appliquer les consignes et comme tu as dit sur ta dernière diapo, une application à la parcelle et donc un menu à la carte pour chacune des parcelles, quoi, hein. C'est ça l'idée. Exactement.
et toujours dans des conditions poussantes pour que le maïs aille le plus vite possible. Tout à fait. Ça marche. On fait un petit point sur la fertilisation et les biostimulants. Ah oui, il le faut. En plus, c'est ta partie préférée, je sais. Donc, alors en termes de nouveautés en fertilisation, donc on a testé le Blue N, hein, donc tout le monde a entendu parler, je pense. Donc le Blue N, hein, c'est un, alors ça se présente sous forme solide. C'est des bactéries soi-disant symbiotiques, donc il faut appliquer à 330 grammes hectare en conditions poussantes. Et donc l'idée, hein, c'est que les bactéries vont pénétrer dans la plante, qu'elles vont coloniser la plante et qu'elles vont transformer le N2 de l'air en NH4. Donc du coup, ce que revendique la firme, c'est des fournitures d'azote à la plante, 30 kg pour du blé, 45 kg pour du maïs, enfin 30 unités pardon, pour du blé, 45 unités pour du maïs. Donc on a mis en place 6 essais l'année dernière pour regarder justement si on retrouvait les allégations de la firme dans les résultats. Donc 3 essais sur du maïs grain, donc un dans le nord de la France, donc un sur les sables des Landes et puis un sur les terres noires à Montardon et 3 essais sur du maïs fourrage. Donc, sur le maïs fourrage, là, en fait, tous les graphiques seront présentés de la même manière. Vous avez ici en bas le rendement sans Blue N, ici le rendement avec du Blue N. Alors, il y a 3 essais, mais il y a 6 points parce qu'en fait, on a testé à la dose X et à la dose X-40, donc l'apport de Blue N. Et ce qu'on voit sur du maïs fourrage, c'est qu'on a un petit effet sur le rendement qui est significatif de l'ordre de 0,9 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, ça, c'est sur le maïs fourrage. Par contre, aucun effet. Bon, là, on a regardé l'amidon et la teneur en protéines. Et sur le maïs grain, donc là, je vous ai mis directement donc, les résultats pluriannuels 2022-2023. Donc sur les essais dans le sud-ouest et puis en Sologne, là. Et ce qu'on voit, par contre, sur le maïs grain, c'est que quand on a le rendement du témoin non traité et le rendement avec le Blue N, aucune différence. C'est pas significatif, donc aucun apport du Blue N sur le rendement. Et vous voyez, ça, c'est les résultats dose X et dose X-40. C'est vraiment absolument la même chose, hein. Il n'y a pas de différence en termes de rendement. Donc ça, c'était pour le Blue N. Sur le maïs grain, alors sur le maïs fourrage, il y a un petit effet qui semble significatif. Sur le maïs grain, on ne voit rien. Et sur le Besta, donc le Besta, vous connaissez, hein, c'est un produit qu'on préconise d'appliquer à 1 litre par hectare au stade de 8-10 feuilles. Qu'on a testé dans un certain nombre dans beaucoup de situations, notamment très variées en termes de réserves utiles, de stratégie d'irrigation et de localisation. Donc là, vous avez tous les essais qui ont été mis en place avec du Besta. Et quand on regarde essai par essai, différence, il n'y a aucune différence significative en termes de rendement, en termes d'humidité entre. Alors à chaque fois, vous retrouvez en bleu le témoin, en rouge là où on a appliqué du Besta. Et pourquoi il y a plus de lignes que d'essais? Parce qu'en fait, il y a certains essais où on l'a testé plusieurs fois dans différents types de régimes hydriques. Pour regarder ce que ça donnait si j'étais en déficit hydrique, au contraire en bonne condition hydrique, etc., etc. Et donc là, essai par essai, il n'y a aucune différence significative entre les différentes modalités. Sur les PMG, c'est pareil, aucune différence au niveau du PMG. Et on se rappelle du coup aussi en 2022, année très sèche, hein, pourtant, c'est exactement ce qu'on voyait aussi, à savoir aucune différence significative entre les différentes modalités. Même, bon là, dans un essai à Pouilly de l'Escar où il ne restait plus beaucoup de maïs, mais ça n'a pas réussi à sauver le maïs. Donc 2023, on n'a pas vu de différence significative, 2022 non plus. Et donc on a fait des comparaisons de moyenne à parier, multi-sites et pluriannuel. Et donc quand on regarde, en fait, ce qu'on regarde, c'est le rendement quand on n'a pas mis de Besta, le rendement quand on a mis du Besta, et concrètement,
aucune différence significative à 5% entre le Besta et le Montbesta, et quel que soit le régime hydrique. Donc même quand on est en pluvial, ici en vert, ou au contraire quand en rouge, quand on n'a pas de problème d'alimentation hydrique, aucune différence significative. Ça, c'est sur la partie rendement, pas d'effet non plus sur l'humidité et aucun effet non plus sur le PMG, même si on a des choses qui sont un peu plus variables, mais en moyenne, aucune différence. Donc ça, c'est pour le Besta. Et puis, donc là, vous avez aussi ce qu'on a testé, parce qu'on nous avait posé beaucoup de questions à une époque sur les biostimulants associés à la semence, où on a regardé un certain nombre de choses, donc des macromolécules organiques type acide humique, fulvique, etc., des acides aminés, des extraits de végétaux et d'algues, des micro-organismes, des substances minérales non nutritives, et puis il y en avait aussi des substances minérales nutritives. On a regardé aussi des produits de traitement de semences qui ont, pour lesquels on revendique un effet biostimulant, donc le Vibrance et le Porte-20 CS. Et à chaque fois, donc, on avait le témoin, donc là, il n'y a rien sur la semence, et puis le témoin positif, donc là, c'était l'engrais starter. Alors, quand on regarde les différences de vigueur, il y a une seule chose qui sort en termes de stats, c'est cette modalité-là, c'est le starter. Tout le reste, tous les autres traitements de semences associés, traitements de semences à soi-disant effet biostimulant, aucune différence par rapport au témoin. Quand on regarde les stats foliaires, donc c'est pareil, ce qui ressort avec une demi-feuille de plus, c'est le starter. Tout le reste, c'est pas du tout différent du témoin. Donc, on a regardé aussi avec cet appareil-là qui s'appelle une perche littérale qui permet de regarder justement de la surface foliaire rapidement, et enfin en tout cas à gros débit. Donc, on a regardé les surfaces foliaires ici à 6-7 feuilles, à 9-10 feuilles, et on voit que là aussi, la seule modalité qui se détache du témoin, c'est le starter. Tout le reste, il n'y a pas de différence significative par rapport au témoin. Et à la récolte, mais c'est la même chose. On n'a pas de différence significative en termes de rendement par rapport au témoin. Pas de différence d'humidité non plus. Donc voilà, sur les biostimulants associés à la semence, alors là, on était vraiment dans une démarche où les firmes nous ont envoyé leur traitement de semences. On a pris un seul lot de maïs et puis on a fait tous les différents traitements de semences. Et bon, on a vu qu'effectivement, parmi ce qu'on nous proposait, il n'y avait rien qui permettait d'avoir un quelconque effet biostimulant ou même un effet positif vis-à-vis du rendement. Voilà, Patrice, je sais que ça te déçoit beaucoup, mais oui, parce que moi, j'espérais une solution ou des solutions miracles. Et oui. Tu vois, forcément, on en parle tellement que j'aurais bien aimé que ça marche. C'est bientôt Noël en plus. Ouais. Donc, il y a encore, j'imagine que pour 2024, il y aura encore de nouveaux essais et de nouveaux produits qui seront testés? Oui. Parce Oui, qu'il y oui. a quand même beaucoup de communication et de choses qui sortent là-dessus, donc il faut continuer à les travailler. Tout à fait. Ça marche. C'est un peu décevant quand même. Je sais, Patrice, vraiment, ça me fait mal de te décevoir. Ça me rend triste, mais malheureusement, je ne peux pas inventer les résultats. Non, mais c'est très bien, hein, il faut aussi démystifier parfois un certain nombre de choses. Vous avez regardé les surfaces foliaires. Au niveau racinaire, c'est plus compliqué à regarder. Alors, on a essayé de faire quelques manifs avec Germe Service, mais donc du coup, c'est sur des stades très précoces où on n'a pas vu grand-chose non plus. Et là, en fait, en serre, on va essayer de développer des méthodes d'observation des racines à des stades précoces aussi pour voir si on voit des choses avec ces aspects biostimulants. Donc, on va regarder ça de plus près, oui. Ouais, parce que la question, ça peut être de se dire, est-ce que si le réseau racinaire se développe un peu plus, je peux avoir des plantes quand même qui seraient justement un peu moins sensibles à des attaques de ravageurs ou à des conditions un peu plus sèches dans les tout premiers stades? Ah, il faut regarder ça, oui, je suis d'accord. Mmh. Il y a une question, est-ce qu'il y a des essais avec le calibrage des semences? Non, non, pas du tout. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça n'a pas l'air. Bah, sinon, vous les reposerez plus tard. Ça marche. Oui? On va faire rapidement les variétés.
Alors, les variétés, bon, je vous fais le truc rapidement parce que, alors attends, je vais essayer de faire la démonstration en live, Patrice. Alors ça, attention, hein, c'est toujours un exercice qui présente sa part de risque. Roulement de tambour. Donc, voyons, attends, je vais essayer hors écran. Aïe, j'ai l'impression qu'Internet, ça marche pas terrible. J'espère que tout le monde connaît le site Varmaïs, donc, qui permet d'avoir les résultats de l'année sur les variétés. Donc, mettons, je me mets 2020. Alors, je vais sur l'onglet ici, résultats post-inscription 2023, maïs grain, G4 demi-tardive, et je fais par chez nous, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai oublié de rechercher, voilà. Sud-Ouest, tac, G4 demi-tardive, et pam, je tombe directement sur tous les résultats de l'année. Donc ça, c'est la synthèse, mais pour que ce soit plus lisible, on peut cliquer là-dessus sur les graphiques et je retrouve donc les courbes avec les variétés. Derrière, je peux aussi aller cliquer sur les variétés. Mettons ma nouvelle variété, tac, tac, par exemple, le Darkness. Hop, je vais voir. Je clique dessus, je retrouve vigueur, précocité, etc., etc. Donc, je vous invite à aller voir, consulter cet outil, vous retrouvez absolument tous les résultats. Donc, je vais me concentrer peut-être justement sur ce que vous ne pouvez pas trouver sur Varmaïs, et notamment donc, les essais pluviaux. Donc, ça, c'est un réseau d'essais qu'on a dans le Sud-Aquitaine, justement pour tester les variétés dans des situations de stress, on va dire. Donc là, c'est un essai qui était à Hausse-Marcillon et un essai qui était à Lantan. On avait aussi un essai à risque, mais malheureusement, il y a eu des problèmes de snapping, ce qui fait qu'on n'a pas pu le valoriser. Donc, ces deux essais, on est en moyenne à 94 quintaux. Donc, c'est assez représentatif de ce qu'on avait sur le Piémont cette année, à savoir des maïs qui n'ont pas souffert du manque d'eau, ils ont plutôt souffert de l'excès d'eau qu'on a eu au printemps. Donc, du coup, avec des enracinements qui étaient quand même assez superficiels et du coup, des rendements qui ne sont pas non plus géniaux. Donc, quand on regarde sur tous ces essais, en fait, la variété qui sont sur le... Alors là, on a un mélange de G3, G4, G5 pour regarder justement là aussi quelles sont les précocités qui sont les plus intéressantes. La variété qui est un peu phare sur ce genre de situation, c'est le DKC 4814 qui, on le sait, marche très bien dans des situations un peu limitées. Et la variété qui, depuis 2 ans, montre un très, très bon intérêt, c'est le DKC 4728, donc qui est plutôt une limite G3, G4, où là, on voit qu'on gagne quand même 4% de rendement par rapport à du DKC 4014, donc c'est pas nul du tout. Le Quercy, ça c'est une variété aussi qui est assez stable dans ce genre de situation. Et parmi les nouveautés, donc on voit que le Darkness, a priori, tire plutôt son épingle du jeu. Et chez la RGT, on a le RGT UXO. Bon, et après, on sait que des variétés type P725, c'est pas forcément son créneau. Donc on la retrouve, voilà, là où on pense la retrouver. Donc ça, je vous ai fait le rendement pluriannuel, donc net séchage en fait 2022-2023 avec les variétés qu'on a depuis 2 ans. Donc vous voyez le 47-28 dans 2 situations, 2 années très contrastées, tire son épingle du jeu, donc 2022 très sec, 2023 plutôt humide. Mais dans les 2 cas, on a quelque chose qui est très stable et vraiment au-dessus du lot en termes de rendement. Donc après, on a le 48-14 où là aussi, on connaît bien son intérêt dans les situations limitantes, le P92-34. Et puis le P0217, alors c'est vrai que cette année, pour le coup, il est en dessous alors qu'il était très bien l'année dernière. Donc, il y a quand même des solutions pour ce genre. Le choix variétal dans ce genre de situation est quand même très important parce qu'on voit qu'entre le P725 et le 4728, il y a quand même de grosses différences en termes de rendement qui se retrouvent aussi sur la marge. Donc, dans les essais variétés de cette année, donc le gros fait marquant, c'était, comme je vous disais, les histoires de snapping qu'on a eu début juillet. Donc, le snapping, c'est bien ce phénomène-là où la tige se coupe complètement. Donc, ça, c'est quand même plutôt associé aux périodes de faible rayonnement qu'on a eu au début du cycle. Et malheureusement, l'effet variétal sur le snapping est un peu compliqué à voir puisque autant on voit ici, quand on a une seule notation, on arrive très bien à voir, donc quand on regarde le pourcentage de plantes snappées, on arrive très bien à voir l'effet variétal. Autant quand on a 2 essais avec des notations snapping, pourtant qui ont été semés en même temps, qui ont subi le même coup de vent, on voit que ce n'est pas forcément stable entre les variétés. Par exemple, le P900 qui a beaucoup snappé à risque, donc dans le Gers, quand on est à Clarac, il n'a pas du tout snappé. Donc c'est vrai que ces notations-là, elles sont assez peu
assez peu stable. Sauf, par exemple, voilà, le P725, on sait, on l'a vu snapper dans beaucoup d'endroits, ou le DK5001, par exemple, aussi, où on a eu pas mal de situations. Mais c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup de... Ça se joue presque au jour près sur est-ce que telle variété va être à tel stade et avoir ce phénomène-là. Donc, sur les variétés demi-tardives, on avait un certain nombre de variétés. Là aussi, je vous laisserai plutôt aller voir sur Varmaïs si vous voulez plus de précision. Mais on avait des variétés qu'on testait depuis 2 ans. Donc, le Darkness, le KWS Falco et le KWS Hippolito. Des variétés avec plutôt des bonnes vigueurs de départ. Le Darkness un peu sensible en verse, mais pas pour les 2 autres variétés. Et puis des variétés, donc ça c'est les variétés qu'on teste en première année, donc 4111C, donc là une variété qui va pouvoir avoir un peu plus de problèmes en termes de verse récolte. Le KWS Forturio, c'est pareil, très bonne vigueur de départ, par contre tige un peu plus faible. Le KWS Merlot, pas de problème de verse. Le LBS 4988. Et puis l'Olivario et le RGT Sonixo qui il y a eu ce petit problème de snapping qui fait qu'il a été très désavantagé dans certains essais. Donc, au niveau des résultats, ce qu'on voit, la variété qui sort le mieux cette année, donc c'est le KWS Forturio. Donc, je vous l'ai dit, le KWS Forturio, très bonne vigueur de départ, mais par contre, tige qui peut être un peu plus faible. L'Olivario. Donc, l'Olivario, ça, c'est une variété qui est plutôt équilibrée. Donc, vigueur de départ, plutôt bonne, pas trop de problèmes de tige. Donc, ça, voilà, c'est vraiment les 2 variétés qui sont au-dessus du regroupement cette année. Ensuite, on a le LBS 4988. Alors là, plutôt en début de groupe, mais qui s'en sort pas trop mal. KWS, ça, c'est pas des nouveautés. 41 OC, donc là, on est plutôt en moyen. Et par contre, la variété qui s'en sort vraiment pas très bien sur ce regroupement, c'est le KWS Merlot, où là, on est vraiment en dessous. Donc, qui a priori n'aime pas trop les périodes, justement, sans trop de rayonnement sur le début du cycle. Donc, ça, c'était sur les nouveautés. Et ensuite, sur les variétés. Oui. Je te coupe, Clémence, parce qu'il y a une baignade qui pose la question du snapping, si tu peux redonner la définition. Oui, alors le snapping, c'est vraiment ce phénomène-là où la tige se coupe complètement. C'est-à-dire que c'est pas de la verse, c'est pas la tige qui se plie, c'est carrément, elle est sectionnée. Et du coup, c'est le coup de vent. Alors ça fait suite à un coup de vent, une intempérie, etc. Et tac, le maïs se coupe. Alors s'il se coupe en dessous de l'épi, c'est une perte d'épi sèche. Il peut se couper un peu en dessus, mais bon, si c'est avant la pollinisation, ça peut être problématique aussi. Donc là, on est vraiment sur un... Et c'est quelque chose, en fait, qui est lié, qu'on observe en général les années où le maïs va pousser vite sur une période. Donc, ce qui était le cas ici, fin juillet, début juin, les maïs ont poussé très vite, où il y a peu de rayonnement, donc du coup, ils sont plus fragilisés. Et derrière, une intempérie, et la variété, enfin, le maïs, il est plié, quoi. Et on sait qu'il y a un effet variétal, même si, comme ce que je vous disais, il est assez difficile à caractériser. Oui, alors moi, de ton graphe, là, enfin de ton tableau, l'effet variétal, est-ce que c'est lié au moment où a eu lieu l'orage et au stade de chaque variété? Parce que l'effet variétal, je ne le vois pas là. Pas trop, parce qu'en fait, si tu veux, la date de semis était vraiment pareille. Donc, même s'il y a un microclimat à risque par rapport à Clarac, bon, je ne pense pas que non plus qu'on soit sur des stades qui sont très différents. Mais probablement que si, il y a des histoires de concomitance de stade et de l'événement climatique. Ouais. Mais c'est vrai que là, pour le coup, a priori, on est sur des choses assez semblables quand même en termes de développement. Donc, bon. Ouais, L'effet mais justement, il n'y variétal, a pas de. effectivement, là, il n'est pas facile à voir. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas. Bon, mais donc cet effet snapping, ça a été très observé cette année, donc dans la partie Gers et puis aussi sur les terres noires. Il y a eu quand même pas mal de zones qui ont été touchées par ces phénomènes-là. Vers Garlin, il y a eu des choses, Clarac notamment, enfin voilà, plusieurs endroits poursuivent aussi où on a pu observer ces phénomènes-là. Ça marche, merci. Voilà, donc ça c'est sur les G4. Sur les G5, donc on avait un peu moins de nouveautés. Alors on a sur des variétés qu'on a depuis 2 ans, 524A, le DKC 5526 et le LBS 4594. Alors là, 2 variétés où on a vu de la verse en végétation justement suite au coup de vent de juin. Le 524A, pour le coup, on est sur une variété qui est plus équilibrée en termes de verse.
Et puis deux nouveautés, donc le Fatbox, attention un petit peu à la tige, et puis le DKC 5432, où là, on n'a pas de problème de variété avec des vigueurs qui sont plutôt moyennes. Et sur les variétés qu'on avait depuis 2 ans, là, on est sur des vigueurs de départ qui sont pour le coup un peu en retrait. Donc ça, c'est les nouveautés. Quand on regarde le regroupement général sud-ouest, hein, c'est les variétés qui sont au-dessus du panier, on va dire, c'est le P710 et le P937. Hein. Le DKC 5685, donc ça, vous les connaissez aussi bien que moi. Le DKC 5685 qui fait une bonne année. Donc dans les deux variétés qui sont là que depuis cette année, donc le Fatbox et le DKC 5432, on voit que le Fatbox qui fait une bonne performance aussi. Et puis sur les variétés qu'on a depuis 2 ans, donc le LBS 45-94 et le DKC 55-26 à des niveaux comparables avec une précocité un peu plus précoce pour le LBS 45-94. Le 524A, pour le coup, qu'on avait gardé l'année dernière, il est un peu en retrait donc, par rapport aux deux autres. Parmi les variétés qu'on a depuis quelques années, donc vous connaissez peut-être le Berlioz hein, qui faisait une très bonne année quand il a été lancé. Bon, là, c'était un peu plus compliqué l'année dernière où c'était sec et puis là, il revient un petit peu, on va dire, mais sans, voilà, dans la moyenne. Le RGT Mexped qui commence à vieillir et puis voilà, l'Anakin aussi qui commence à être en fin de carrière. Et puis le P0900 qui est très en dessous hein, quand même du P0937. Alors, ce qui a été intéressant aussi, c'est de regarder les comportements des variétés dans les lieux en fait où on a à la fois du G4 et du G5, puisqu'on a un certain nombre de lieux comme ça où on fait G4, G5 à côté. Donc, j'ai trié en fonction des essais avec des faibles rendements et des essais à fort rendement. Et on voit qu'on a des variétés qui se comportent mieux en situation limitante, donc le DKC 50-01, le DKC 52-10. KWS Falco, KWS Forturio, KWS Intelligence Urbanix. Donc, c'est des variétés qui sont plutôt mieux en situation limitante. Et à l'inverse, des variétés qui se comportent moins bien en situation limitante, donc le Fatbox, le KWS Kimberlo, et après la série des P710, P0900, P937 et RGT Mexped, où là, où effectivement, on est sur des choses où en situation limitante, c'est plus compliqué. Bon, vu leur précocité, c'est assez logique aussi. Qu'est-ce que tu appelles situation limitante par rapport à un régime pluvial? Là, clairement, c'était un régime pluvial en plus, mais là, c'était une parcelle typique de ce qui s'est passé sur des zones type Peyrorade ou autre, c'est-à-dire des semis tardifs dans des situations assez humides et du coup, derrière des maïs qui ont vraiment patiné, qui étaient enracinés très peu et du coup, en rendement, on était à 95 taux. Donc, c'est vrai qu'en dessous de ce qu'on aurait pu avoir, même en irrigation. Quoi. Des choses qui ont été pénalisées. L'enracinement a été pénalisé par les conditions de début de cycle. Ok. On fait un coup de fourrage. Eh bien, rapide. Rapidement, dans les fourrages, donc on a des essais dans le sud-ouest depuis maintenant 5 ans. Je vais vous faire directement le pluriannuel du fourrage, comme ça vous aurez les rendements les pourcentages de matière sèche. Donc des variétés qui s'en sortent. Alors c'est vrai que chez Decalb, on a le 51-10 qui s'en sort très bien en termes de production de rendement. Chez Pionnier, donc le P9911 et le P0349, qui sont des variétés aussi qui sont très stables. Donc là, c'est les moyennes 2022-2023. Elles sont nettes, donc ça c'est plutôt plus précoce. Et puis après, les KWS Falco ou Intelligence qui donnent des rendements aussi qui peuvent être intéressants. Par contre, oui, le 48-14, typiquement, c'est le genre de choses où c'est pas très intéressant en termes de fourrage, forcément, vu le gabarit de la variété. Et en termes de valeur alimentaire, si on regarde les valeurs alimentaires, alors le LG 31 479, pour le coup, on était sur des productions de biomasse pas très très importantes. Par contre, des UFL, des teneurs en UFL très très importantes. Sur du 99-11, on est quelque chose de très équilibré aussi, de très intéressant en termes d'UFL et notamment vis-à-vis de son rendement. Et puis KWS Falco aussi avec des UFL intéressantes. Et quand on regarde leur profil, donc vous avez des variétés plutôt type amidon, donc 51-10, KWS Falco, des variétés plus fibres type Illustro par exemple. Ça, c'est pour regarder comment est-ce qu'on les complémente derrière. Et ça, pareil, vous le retrouverez tout sur Vermaïs. Je vous laisse aller consulter ce formidable site. Oui, Attends, je refais la démonstration. Résultat post-inscription 2023, fourrage S4, tac.
Là, impeccable. Et donc, vous aurez tous les résultats. Magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Formidable. Oui, oui, non, mais tu es allé assez vite sur cette partie, mais en effet, hein, l'idée, c'est de renvoyer vers Maïs pour Oui, avoir. Parce que là, sur une exploitation classique qui a une partie irriguée, une partie non irriguée en terre moyenne, tu recommandes combien de variétés et quelles variétés? Ah, Ah, il faut. ah, Moi, je dirais qu'il faut au minimum 2 ou 3, 3 ou 4 variétés. Alors, ça dépend de la surface, bien entendu, mais si tu veux, il faut déjà les variétés bonne situation, mauvaise situation, enfin, sec, irrigué, ça c'est logique. Sur le sec, là, clairement, alors sur le sec, si tu veux, moi, je trouve que là, les résultats, ils sont assez clairs hein, sur du sec. Hein. C'est pas du sec terre noire. Alors, tu me parles de sec ou du sec terre noire hein. non, non, un sec hors terre noire. Du sec. Donc, tu vois, là, tu as quand même, en pluriannuel, tu as quand même des variétés qui t'offrent une sécurité quand même, justement, même. Alors, tu vois, typiquement, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'entre 2022 et 2023, on est sur une situation différente. Alors, en termes de rendement, et tu vois, tu as des variétés qui sont très stables, qui, en gros, elles sont intéressantes quand il fait sec, mais elles arrivent quand même à performer aussi quand il fait un peu plus humide. Typiquement, le DKC 4728, ou le P9234, par exemple, c'est des variétés où tu vois que tu as une bonne stabilité, quelles que soient les situations. Donc ça, c'est des variétés que tu peux recommander. Le 4814, tu fais jamais une boulette hein, non plus à le mettre, même si c'est une variété qui commence à vraiment être c'est plus qu'une grand-mère. Là, c'est une arrière-grand-mère, mais on a des choses qui sont intéressantes. Là, tu vois, tu Variété prends un peu plus passe-partout, de quoi. risques. Exactement. Le P0217, tu prends un peu plus de risques parce qu'entre 2022 et 2023, c'est plus. Voilà. Le 48, 45, 98, le problème, c'est qu'il y a un peu milieu de groupe. Donc, bon, il est certes stable, mais un peu milieu de groupe. Donc là, tu as un panel de variétés, là, déjà, où tu peux choisir dans ce groupe-là. Donc ça, c'est pour la partie sec. Et après, la partie irriguée, là, pour le coup, il faut quand même aller chercher alors, des choses qui sont stables, certes, mais qui sont aussi intéressantes en termes de rendement. Et c'est sûr que là, en bonne situation, donc là, on est sur des essais en moyenne à 105, enfin à 143 quintaux. Tu peux aller chercher effectivement des variétés plus tardives et qui performent en termes de rendement. Donc là, tu as aussi P710, 937, 5685, Fatbox, 55, voilà, toutes ces variétés-là, effectivement, c'est des choses en irrigué qui sont intéressantes. Même si on est sur des frais de séchage qui sont un peu plus importants, clairement, on est sur des choses qui sont encore rentables. Après, ça dépend du prix du maïs aussi, bien entendu. Plus le prix du maïs descend, moins c'est rentable d'aller chercher ce genre de situation. Et quand on regarde, tu vois, la stabilité de ces variétés en pluriannuel, le P937, forcément, il s'est pris une claque en 2022 par les conditions climatiques, mais quand tu regardes que les essais irrigués, il est quand même globalement assez stable. Quoi. Ça marche, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là pour Clémence, qui a un certain rythme de parole hein, qui nécessite de bien suivre? C'est pour Non, garder la concentration. tout à fait. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. C'est que ça devait être très clair. Hein. Bon, pour les variétés, hein, donc vous pouvez tout retrouver sur Var Sur Maïs. Ça, je Varmaïs pense que et sur le je pense. sillon, Et sur sur le le spécial maïs. sillon, tout à fait. Le spécial maïs qui sort. Très bien. Est-ce que sur les autres parties, il y a des questions qui vous reviennent ou pas? Non. Si jamais il y a des questions qui arrivent pour plus tard, vous pouvez nous les poser par mail. On fera suivre à Clémence si besoin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Clémence? Pardon, je te. Non, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez, puis même par mail ou par. Même par mail, il ne faut pas hésiter. Ce webinaire a été enregistré, on le mettra en ligne, donc vous pouvez retrouver toute la prestation et la présentation de Clémence sur notre site. Donc n'hésitez pas à la re-regarder s'il y avait des choses qui sont passées un peu vite ou que vous n'avez pas pu suivre parce que vous êtes arrivé un peu plus tard. Et on le mettra en ligne.
Si jamais vous avez d'autres sujets d'intérêt sur lesquels vous voudrez avoir un autre webinaire ou une autre intervention, que ce soit sur maïs, ou que ce soit même sur d'autres cultures, n'hésitez pas à faire vos demandes. Hein, on peut toujours essayer d'organiser ça. On mettra les instituts techniques à contribution ou d'autres personnes ressources en fonction des sujets qui seront demandés. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais dire un grand merci à Clémence pour le temps consacré pour ce Merci à vous. webinaire. Et je vais clôturer là en vous souhaitant une excellente journée et de bonnes fêtes puisqu'on approche. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.